Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. On s'entretient maintenant avec Mme Geneviève Hébert, candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-François et candidate sortante. Mme Hébert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, tout simplement. Mais ça fait plaisir. Pour commencer. Merci, c'est très apprécié. Tout d'abord, d'entrée de jeu, est-ce que, par rapport à votre bilan de mandat, est-ce que, rapidement, il y a des dossiers dont vous êtes fiers selon votre, durant le dernier mandat, ou justement, lors de votre dernier mandat, il y a des dossiers qui, justement, vous avez un peu il vous a manqué de temps pour accomplir le dossier à 100% ou quoi que ce soit, et que vous allez retravailler si jamais vous êtes élu aux prochaines élections. Donc, rapidement, par un rapide bilan de mandat. Bien, vous savez, quand j'ai été élue en 2018, il y avait des dossiers qui étaient tablettés. Donc, on parle du projet du Centre Mère-Enfant et l'agrandissement de l'urgence de Sherbrooke sur le site Fleurimont. On avait des projets par rapport au centre de diffusion à Sherbrooke qui manquaient de financement. Souvent, ces projets-là étaient comme mal attachés dans leur financement et mes interventions ont permis qu'on puisse les réaliser. Il y en a qui sont... qu'ils vont se réaliser futur, mais il y en a qui sont en cours de réalisation, dont le Centre Mère-Enfant, que j'en suis très fière. Il y a d'autres projets, d'autres annonces, d'autres engagements que j'avais pris, qu'on parle d'une petite école à Compton, d'un agrandissement, côté très humain, une communauté qui est tricotée serrée, qui veulent garder les enfants dans leur milieu, mais que selon certains programmes du gouvernement, ils ne cadraient pas. Donc, on devait déménager les enfants par autobus pour aller à des écoles à Quaticook. Mais j'ai réussi à sensibiliser le gouvernement de dire non, il faut agrandir cette école-là. C'est un milieu qui se développe. C'est toute la communauté qui s'est mobilisée positivement pour l'école. Et finalement, on a eu les sommes et la construction devrait débuter bientôt. Donc, ce sont souvent des projets, des demandes, des engagements qui n'avaient pas de voie de passage que j'ai réussi à trouver. Donc, ça, j'en suis très fière. Donc, dans la manière que vous parlez, vous avez votre sensibilisation avec la communauté, notamment de Compton, est-ce que, justement, ça fait de vous une candidate de terrain, notamment? Est-ce que vous vous considérez comme une candidate de terrain? Oui, je suis une candidate de terrain parce que je suis toujours sur le terrain, à la rencontre des gens, à la rencontre des acteurs, des municipalités, qu'on parle des organismes, des entreprises. Alors, ce qui fait que ça permet aux gens de vraiment de prendre le pouls de la population, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Puis là, maintenant, après ça, c'est mon rôle à moi de ramener ça à Québec et de descendre les sommes que notre gouvernement s'engage à distribuer dans la communauté. On peut le voir, là, votre circonscription, c'est quand même une circonscription très vaste, là. Il y a à la fois un côté plus urbain avec Fleurimont, Lennoxville, puis un côté plus ruraux avec des municipalités comme Compton. Comment on fait pour, en fait, juguler ou jongler avec deux types de réalités complètement différentes pour certains citoyens de votre circonscription? Bien, l'approche est différente. Hein? C'est sûr et certain que quand on parle des petites communautés, ils ont besoin de voir leurs députés sur le terrain, dans les activités. C'est là qu'on a les plus belles conversations. Je dirais même que je mets la main à la pâte. Alors, j'en ai servi du blé d'Inde, fait des hot dogs, laver de la vaisselle, desservir les tables. C'est quand on est près des gens sur le terrain qu'on connecte avec la réalité. Ils me parlent de leurs problèmes de médecin de famille, de leur inquiétude de déménager leurs enfants d'une école à une autre. Ils me parlent de la réalité de la main-d'œuvre, comment c'est difficile. Alors, quand on s'implique sur le terrain, autant que ça soit rural ou urbain, si on fait vraiment du vrai terrain, là, donc de mettre la main à la pâte avec nos organismes, de s'impliquer bénévolement, c'est comme ça qu'on entend la réalité. Puis c'est là qu'on peut gouverner et faire la politique différemment, faire une politique de changement. Vous avez mentionné certains dossiers dont vous en êtes fiers et qui se sont accomplis. Est-ce que, dans le dernier mandat, il y a des dossiers justement que vous auriez aimé que ça se passe mieux et plus rapidement? Et quels sont ces dossiers que, justement, si vous gagnez le 3 octobre prochain, dès le 4 octobre, vous retravaillez là-dessus pour améliorer la circonscription de Saint-François? Bien, je vous dirais, la santé, hein, c'est un enjeu majeur. On l'a vu avec la pandémie, comment que ça s'est, comment je pourrais dire, compliqué. Puis comment qu'on a perdu aussi certains services, dont notre urgence à Quaticook, qui est une réalité pour une petite communauté, les soins de santé, la proximité, c'est important. Donc, c'est de réfléchir à savoir comment que, dans nos décisions, dans notre plan de santé qui a été déposé avec Christian Dubé, le ministre de la Santé, comment qu'on va être capable de ramener ça et de l'adapter au centre hospitalier de Quaticook.
Mais il n'y a pas juste ça. À Sherbrooke aussi, les gens ont besoin d'un médecin de famille. On l'a vu, le CMU a fermé aussi, donc qui est un soin de médecine d'urgence. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre des mesures et de s'assurer que le CIUS, tous les acteurs sont autour de la table pour qu'on puisse mettre en place des formules qui fonctionnent. Puis maintenant, on a réalisé que ça ne passe pas juste par le médecin. Il faut avoir un décloisonnement des professions. Il faut mettre plusieurs acteurs autour de la table pour offrir le bon soin de santé au bon moment à la bonne personne. Vous avez parlé de l'exemple de Quaticook, qui a aussi un enjeu dans cette région, dans cette région-là, oui, pardonnez-moi. L'enjeu des ambulanciers aussi, avec notamment le triste décès de cette personne à Foresta-Numina. Est-ce que, comment vous, de votre côté, vous voulez changer cette situation-là? Ou est-ce que, bon, on le sait, il y a un manque d'ambulanciers. Puis même cette journée-là, d'ailleurs, il y avait seulement une ambulance, pardonnez-moi, qui était sur le terrain pour toute la région de Quaticook. Que répondez-vous à cette triste constat, mais aussi quels sont vos engagements par rapport à cet enjeu-là? Dans cette situation-là, à chaque fois, j'envoie mes condoléances à la famille parce que ça a été un moment qui a dû être très difficile pour eux. Par contre, il faut savoir que dès le début de 2018, j'avais été mis en contact avec les paramédics. Je les avais rencontrés en campagne électorale et je me suis assurée de convertir des horaires de faction en horaires à l'heure. Donc, il y a une ambulance qui est là 24/7, toujours à l'heure. Il y a une autre ambulance de jour aussi, mais il y a une ambulance de soir et de nuit. Et c'est cette ambulance-là qui était comme en horaire de faction et qu'on a converti. On s'est assuré avec le CIUS qu'elle soit convertie à l'heure temporairement. Je sais que c'est ponctuel, mais le ministère de la Santé a donné une aide financière au CIUS justement pour qu'ils puissent mieux gérer la desserte ambulancière quand il y a des lacunes. Puis on s'entend qu'avec la fermeture de l'urgence de Quaticook, bien, c'est ce que ça allait apporter. Donc, le CIUS est très conscient de cette problématique-là et s'est assuré qu'on puisse avoir une deuxième ambulance de soir. Donc, il y a plusieurs actions qui sont posées. Moi, je m'assure que les sommes continuent à arriver, puis de m'assurer aussi de pouvoir convertir éventuellement une deuxième ambulance. Justement, vous parlez du nombre d'ambulances. Dans ce contexte très précis de ce triste décès, il y en avait seulement une sur le terrain. Dis-moi, je me trompe, mais dans cet enjeu-là, même dans une région quand même assez grande de Quaticook, seulement 2 ambulanciers en tout temps, 24/7, si je ne m'abuse. Pourquoi ne pas ajouter d'emblée plus d'ambulances? Est-ce que c'est justement un dossier de pénurie de main-d'œuvre ou question d'autres enjeux que justement la population ne sont peut-être pas au courant de cette réalité-là? Il y a des études qui sont faites, il y a des attributions en fonction du nombre du personnel, les soins de santé et tout. Puis présentement, il y avait seulement qu'une ambulance qui était exigée. Nous, parce que l'urgence, elle est fermée de soir et de nuit, on a décidé d'en ajouter une deuxième ambulance avec le CIUS de concert et le ministère, ça a été octroyé de pouvoir avoir le financement pour cette deuxième ambulance-là. Mais il faut savoir qu'il y a différentes études qui sont faites en fonction de la couverture. Puis quand il manque une ambulance, comme qu'est-ce qui est arrivé l'autre jour à Foresta-Lumina, il y a un plan de contingence qui est mis en place. Là. C'est pas parce qu'il a manqué de monde un soir, une personne, que Quaticook était en découverture. Non, il y a un plan de contingence qui a été mis en place. Il y avait une assurance qu'il y aurait une autre ambulance qui viendrait si jamais il y avait un problème. Mais là, c'est l'enquête du coroner qui va déterminer qu'est-ce qui s'est passé réellement, puis qui va étudier. Puis suite à ça, bien, je vais m'assurer que les recommandations soient mises en place pour qu'on assure nos services en soins de santé à Quaticook. Un autre enjeu qui, surtout dans le contexte actuel, est relativement important, la situation des aînés et surtout des résidences pour personnes âgées. On le sait, lors de votre mandat, il y a eu des résidences pour personnes âgées qui ont fermé, notamment le domaine Fleurimont, le Bel Âge de Quaticook et le Villa du Roi dans l'est de Sherbrooke. Il y a aussi le dossier du Faubourg Menacienne, mais qui est une autre situation. Est-ce que peut-être on va pouvoir en discuter tout à l'heure? Est-ce que justement vous vous sentez, dans un certain sens, responsable du dénouement de ces dossiers-là? Du dénouement de ces dossiers-là. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus? Parce que là, ce que vous me parlez, c'est que si je me sens responsable de la fermeture des résidences... Pas responsable, mais dans l'optique où est-ce que vous représentez la population de Saint-François, pour à ces pertes-là de résidences pour personnes âgées, il y a quand même un certain enjeu où est-ce que ces personnes-là, surtout dans une situation de crise du logement, faut
ces personnes-là, il faut quand même qu'ils trouvent une solution rapidement. Non pas que vous êtes responsable de ces fermetures-là, pas du tout, mais que dans une mesure où est-ce que c'est quand même votre circonscription, puis vous avez été sur le terrain, vous dites que vous êtes une candidate de terrain, donc... Voilà. Alors, c'est une excellente question. Je suis une députée de terrain, je suis sur le terrain. Donc, dès que j'ai été... qu'on m'a mis au courant de ce qui allait se passer au domaine Fleurimont, donc de la propriétaire, je me suis assurée qu'elle avait eu toute l'aide nécessaire avec le CIUS. Notre gouvernement a posé une action concrète au mois d'avril, donc avec ce qui est pour nos aînés, là. Donc, on a une loi qui a été déposée et cette loi-là donne accès à un plan de cessation. Donc, une résidence pour aînés, maintenant, a l'obligation de donner un 9 mois dans avec un plan de cessation, puis est accompagné par le SLUIUS. Donc, quand il y a eu la rencontre avec la propriétaire pour l'annoncer aux résidents, là, dites-vous qu'il y avait 15 intervenants du SLUIUS qui étaient sur place pour rassurer les gens, pour leur attitrer quelqu'un s'il n'y avait pas de travailleur social, pour être capable de les rediriger. Ils ont 9 mois pour se préparer. Il y en a qui veulent passer Noël là, il y en a qui veulent se rendre à Pâques. Ça va être possible. Ils vont être accompagnés, puis on va être capable de les relocaliser. Ça, c'est un engagement de notre gouvernement parce qu'il y a d'autres résidences qui ont fermé sauvagement, puis que là, les gens avaient quelques jours pour se revirer de bord, puis des fois, ils venaient même de déjà payer leur loyer, puis ils ne pouvaient pas avoir les sommes. Donc, ces injustices-là, ces traumatismes-là, on ne veut plus qu'ils se reproduisent. Donc, c'est pour ça qu'on a posé une action pour protéger nos aînés, donc avec la loi. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a peut-être d'autres formes d'hébergement, dont les soins à domicile. Notre gouvernement veut investir, il a pris un engagement de 900 millions pour maintenir les gens le plus longtemps possible et de prévenir aussi tout ce qui pourrait les amener éventuellement à quitter leur domicile pour aller en résidence pour aînés. Donc, il y a des actions qui se posent, ne sont pas en opposition. Il faut développer du logement, mais il faut aussi garder les gens le plus longtemps possible puis leur permettre de le faire. Par rapport justement au domaine Fleurimont, on se rappelle, la propriétaire Mélissa Savoie l'a mentionné ouvertement que c'est dû aux nouvelles restrictions, aux normes gouvernementales, notamment aussi avec l'inflation, la hausse des prix, etc., qu'elle a dû fermer ses portes. Puis elle a mentionné aussi, je ne peux pas faire payer cette perte-là, cette hausse du coût de la vie aux locataires présents et présentes dans l'établissement. Dernièrement, il y a l'enjeu aussi de reléguer les résidences pour personnes âgées à des OBNL, des organismes à but non lucratif. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être une bonne solution pour justement faire en sorte que ces personnes résidentes restent au même endroit et que, pour le gouvernement, ça leur permet qu'ils n'aient pas de ce que je pourrais dire de délocalisation trop grave ou même qui pourrait mettre des personnes dans l'embarras. On le sait que dans l'enjeu du domaine Fleurimont, la propriétaire s'est pris d'avance, au moins pour préparer les résidents à trouver une solution à long terme. Mais en général, êtes-vous d'accord pour justement que ces résidences pour personnes âgées deviennent une OBNL ou même des organismes publics pour gérés par le gouvernement notamment? Je vous dirais qu'avec la loi qui a été adoptée en avril 2022, toutes les résidences dorénavant ont le devoir de faire un plan de cessation pour s'ils envisagent de cesser leurs activités. Okay? Parce que sinon, il va y avoir des contraintes financières, des amendes sévères, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, on veut donner du temps. Alors, la propriétaire du domaine Fleurimont a pris cet engagement-là, puis elle est allée chercher de l'aide. Et je la félicite d'avoir été au CIUS, d'être bien accompagnée, puis d'avoir s'assurer qu'il y ait tous les intervenants, puis le CIUS aussi a fait sa part. À savoir si ce soit une OBNL qui reprenne en charge ou que ce soit une coopérative ou quoi que ce soit, il faut savoir quel type d'hébergement qu'on veut aussi. Parce qu'une résidence pour aînés, qui a des préposés aux bénéficiaires, qui a des cuisinières et tout, est-ce qu'un OBNL est prêt à gérer tout ça aussi? Il y a des questions à se poser. Donc, moi, je ne peux pas, en tant que gouvernement, on ne peut pas imposer que ce soit une OBNL ou quoi que ce soit si un propriétaire d'une résidence privée décide de faire le choix de cesser ses activités.
faut savoir que la propriétaire, elle a été accompagnée pour la subvention pour tous ces gicleurs. Ça, c'est moi-même qui l'ai accompagnée là-dedans. Donc, plusieurs domaines, que ce soit pour les assurances, que ce soit pour... il y a eu aussi pour le personnel pendant la pandémie, elle a eu des bonifications. Il y a de l'aide que le gouvernement a donnée à tous les résidences, pas juste le domaine Fleurimont. Je me souviendrai très bien aussi d'un autre dossier à Bois-Castel qui avait un problème avec d'aller chercher les subventions pour les gicleurs parce qu'ils avaient fait leurs travaux un petit peu avant que le gouvernement offre les subventions. C'était la même chose pour le domaine Fleurimont. J'ai travaillé le dossier puis ils ont réussi à avoir leur somme pour que ça soit équitable envers tous. Donc, il faut savoir qu'on les accompagne, mais ils ont des choix. Ce sont des propriétaires d'entreprises. Donc, s'ils font le choix de cesser leurs activités, nous, comme gouvernement, on devait se doter d'une loi qui va permettre un plan de cessation sur 9 mois. Puis après ça, bien, s'il y a d'autres organismes qui veulent racheter ou quoi que ce soit ou reprendre les activités, bien là, ça sera à eux de le faire. Puis nous, on est toujours au rendez-vous pour écouter la population puis les accompagner s'ils ont besoin d'aide financière. Vous parliez, Mme Hébert, que la propriétaire est accompagnée dans le processus puis que tout était fait en fait en fonction de la loi puis que c'est légal. Mais c'est pas aussi un devoir du gouvernement de prendre soin des aînés, puis en fait de leur éviter certaines charges qui pourraient leur causer du stress, tout ça, comme en ce moment avec le dossier du domaine Fleurimont. Mais c'est pas le devoir aussi du gouvernement d'accompagner les personnes âgées aussi pour ce qu'il leur reste à vivre, parce que c'est quand même des gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui dans lequel on peut vivre. Bien, je vous dirais qu'on est un gouvernement qui est à l'écoute parce que c'est plus de 2 milliards dans le dernier mandat qu'on a investi pour les maintiens à domicile pour aider. Au dernier budget, on a augmenté l'aide pour le soutien à domicile d'une personne en perte d'autonomie au-delà de 9 000 $ et de 7 000 $ pour une personne qui est semi-autonome. Donc, il y a des aides du gouvernement qui sont là. Dans notre plateforme électorale, on a le bouclier là, qui va venir donner 2 000 $ pour les personnes qui sont à revenus modestes, nos aînés de 70 ans et plus. On a une aide ponctuelle pour toute la population qui a des revenus en bas de 100 000 $ parce qu'on s'entend que la classe moyenne, maintenant, les salaires ont monté en fonction du coût de la vie qui augmente. Donc, le gouvernement est au rendez-vous pour aider les gens depuis qu'on regarde avec l'inflation, qu'on regarde depuis le dernier mandat. On est le premier gouvernement qui a déposé une loi sur une politique sur la proche aidance. Parce que le maintien à domicile, c'est pas juste une personne, ça l'englobe toute sa famille autour d'elle. Donc, que ce soit une personne qui habite seule, mais qui a besoin d'avoir des proches aidants qui viennent à l'occasion la visiter, toute la famille est mise à contribution. On a un choix de société à se décider qu'est-ce qu'on veut faire dorénavant. Il ne faut pas mettre l'hébergement en opposition au maintien à domicile, mais il faut vraiment, en tant que société, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés. Parce que là, on l'a vu avec la pandémie, il y a certaines lacunes que ça a été mis en lumière. On a des aînés qui sont plus autonomes, donc qui ont besoin d'hébergement. Puis on a au-delà de 300 places qui sont manquantes présentement en Estrie. Donc, on n'a pas le choix de développer de l'hébergement pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Mais parallèlement, on doit aussi développer les soins à domicile puis l'hébergement pour nos aînés qui sont à revenus modestes. Donc, on parle du logement abordable, du logement social. Il y a plusieurs champs d'action que le gouvernement est en action puis qui va continuer de l'être. Vous avez glissé vos engagements par rapport aux soins à domicile. On sait que, notamment en Estrie, c'est un enjeu relativement important où est-ce qu'il y a une immense demande et on n'est pas capable d'offrir ce service-là à tous ceux qui le voudraient. Selon vous, pourquoi prioriser les services de soins à domicile au détriment par exemple, investir dans les résidences pour personnes âgées, notamment? Selon ce que vous nous dites, c'est là où est-ce que la CAQ investit massivement dans la campagne, notamment dans vos promesses, seulement à titre d'informatif pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, là, notamment. Bien, je pense pas qu'on doit les mettre en opposition ou prioriser plus un que l'autre. On doit vraiment les déployer également en fonction des besoins des communautés. Il y a certains milieux que c'est plus les soins à domicile dans certaines régions. Dans d'autres régions, ça va être vraiment de l'hébergement qui est manquant. Donc, c'est vraiment les deux qu'on doit déployer également. Puis de répondre.
en réalité, il n'y a pas un modèle unique au Québec. Chaque région a sa réalité. Chaque région a son indice de vieillissement de la population. Donc, le député qui est en fonction doit s'assurer que ce qu'on décide à Québec et que l'argent qui descend soit cohérent avec les besoins de sa communauté. Et ça prend un député sur le terrain, puis c'est ce que je fais depuis 4 ans. Vous en avez glissé un mot, excusez-moi, dans votre réponse précédente du bouclier anti-inflation que vous proposez. Là, on parle d'un chèque de soit de 400 $, de 600 $, tout dépendamment des revenus. Puis aussi, bien évidemment, de la baisse du 2000 $ que vous parlez pour les aînés. Bon, évidemment, on sait que l'inflation, ça touche toute la société, puis beaucoup de gens qui sont dans la classe moyenne, comme vous l'avez mentionné. Mais le fait que la Banque du Canada hausse les taux d'intérêt, puis pour en fait contrer l'inflation, puis que vous promettez des baisses d'impôts ou que vous donniez des chèques, c'est pas une mesure contradictoire si on monte le taux d'intérêt de la Banque du Canada pour empêcher l'inflation, mais qu'on donne de l'argent dans les poches des contribuables, mais qui va être dépensé. Donc, va peut-être accélérer même l'inflation. Bien, moi, je vous dirais que les gens, ce qu'ils veulent présentement, c'est d'avoir de l'air à respirer, parce que présentement, on s'entend, l'inflation est difficile sur le portefeuille des Québécois. Que ce soit pour l'épicerie, que ce soit pour le logement, que ce soit pour se déplacer. Moi, je ne pense pas qu'on doit imposer des taxes aux citoyens. Je pense plus qu'on doit les aider financièrement. Puis, notre gouvernement est dans l'action pour les aider. Donc, depuis la dernière mise à jour économique, il y a eu de l'aide ponctuelle, autant pour les personnes à faible revenu, pour nos aînés. On a bonifié le soutien aux aînés aussi, qui est parti de 411, puis que là, nous, on veut le rendre jusqu'à 2000 $. On a remis de l'argent dans les poches de tous les Québécois qui gagnaient de 100 000 et moins. Mais on s'entend, là, dites-vous, les parents une maman qui est monoparentale, même si elle gagne 80 000 $ puis qu'elle a 3 enfants, puis qu'elle a sa voiture, les enfants ont des cours, tout monte pour elle aussi. Donc, elle avait besoin d'aide. C'est pas juste les personnes à faible revenu qui gagnent en bas de 30 000 $. Donc, on a besoin d'aider toutes les couches. Puis notre gouvernement, dans le dernier mandat, par année, c'est plus de 3 milliards de dollars qu'on a remis dans les poches en baissant les taxes scolaires, en augmentant pour les enfants, les allocations familiales. Donc, il y a plusieurs mesures que notre gouvernement a mis en place pour justement aider. Puis je pense que si vous avez tous un permis de conduire, vous avez dû être très heureux lors de votre renouvellement si vous n'avez pas perdu de points de démérite. Non, mais pour le permis de conduire, ça, c'était parce que pendant la pandémie, il y a eu, dans le fond, moins d'accidents sur la route à cause du couvre-feu, tout ça, puis qu'il y avait un certain surplus du côté de la Société de l'assurance automobile, donc il y a eu une baisse des permis de conduire. Mais c'est de l'argent qu'on a remis aux gens, puis c'est de l'argent qu'ils n'auront pas à déplacer. Le gouvernement aurait pu prendre cet argent-là puis l'investir ailleurs, mais non, on sait comment que c'est difficile présentement. Les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois, donc il faut donner ce petit coup de pouce-là pour les aider à atténuer l'inflation. Rapidement, on sait un enjeu fort important pour les étudiants et étudiantes, c'est l'environnement. Vous et vos collègues de la Coalition Avenir Québec, Mme Saint-Hilaire et M. Bachand, vous avez critiqué l'attitude, notamment d'un parti comme Québec solidaire, comment il vendait l'élection de la dernière chance par rapport à la crise climatique, comme ils l'entendent. Vous, de votre côté, vous visez plutôt une attitude plus positive, ou est-ce que on aime mieux amener des solutions plus réalistes pour contrer les changements climatiques? Que voulez-vous dire par là? Comment vous pouvez synthétiser votre vision de l'enjeu climatique, notamment dans Saint-François? Vous savez, quand on est un gouvernement qui est au pouvoir, puis qui pourrait revenir au pouvoir, il faut être réaliste dans nos annonces, parce qu'on a le devoir de réaliser les choses qu'on dit. Moi, je suis fière de dire que je fais exactement ce que je dis. Alors, notre gouvernement, les actions qu'on a prises présentement et qu'on va prendre dans le futur pour diminuer les gaz à effet de serre, pour être capable d'enlever le plus possible d'automobiles à essence, puis les interdire la vente en 2035, qu'on puisse aussi convertir nos autobus à des autobus électriques. On s'entend qu'on est en Amérique du Nord, là, c'est plus de 43,8 milliards qui va être investi pour convertir nos autobus
à essence et à, je dirais, électrique. Puis il faut savoir aussi qu'on est le premier gouvernement à interdire l'exploitation des hydrocarbures. On parle du gaz, du pétrole. On va protéger plus de 17 % de notre territoire d'air protégé. On veut agrandir les parcs. On veut donner accès à la nature. On veut augmenter les redevances sur l'eau. On est un gouvernement qui prend des actions puis qui va les réaliser. Puis, je suis très fière de savoir qu'ici, à l'Université de Sherbrooke, il y a un professeur qui a été interviewé dernièrement sur tous les engagements que tous les partis avaient pris. Et ce professeur, M. Godbout, a dit que la CAQ, c'était le parti qui avait le plus de possibilités de réaliser ses engagements. On est un gouvernement responsable, pragmatique, réaliste et non idéaliste. Dans votre vision, après les paroles que vous venez de nous mentionner, est-ce qu'il y a des enjeux justement plus concrets à Saint-François pour les résidents et résidentes de votre circonscription, ou est-ce que la Coalition Avenir Québec, si elle est élue, au lendemain du 3 octobre, vous allez pouvoir amener des situations concrètes et pragmatiques justement dans la circonscription? En avez-vous pour nous aujourd'hui? Oui, bien, moi, je vous dirais qu'il y a plusieurs discussions présentement sur le terrain, qu'on parle avec nos agriculteurs de la biométhanisation, qui se parlent avec l'UPA, certains acteurs dans la MRC de Quaticook, qu'on parle du solaire, des éoliennes. Ce sont des moyens de développer de l'électricité parce qu'on le sait, si on veut déployer un réseau électrique, si on veut convertir les bâtiments présentement qui consomment du pétrole, du gaz naturel ou quoi que ce soit, puis qu'on veut les convertir à l'électricité, bien, ça va prendre d'autres sources d'électricité que qu'est-ce qu'on a présentement. Puis, on a une responsabilité, étant donné qu'on est les chefs de file en Amérique du Nord pour consommer et émettre le moins de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'il faut aussi aider nos voisins d'à côté à pouvoir changer leurs pratiques parce que dans le ciel, il n'y en a pas de frontières. Les gaz à effet de serre, on aurait beau pas en émettre du tout, mais tout autour de nous, s'ils polluent autant, ça ne nous aidera pas. Donc, il faut aider aussi les voisins, donc être capable de faire des contrats comme on a fait avec New York, qui va enlever l'équivalent de plus de 500 000 voitures sur le chemin, des millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ne seront pas diffusées dans l'atmosphère parce qu'on a réussi à vendre notre électricité dans l'État de New York. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on doit faire, autant ici dans Saint-François, en tant que gouvernement, à l'échelle provinciale, puis même aider nos voisins d'à côté à changer leurs habitudes. On va conclure l'entrevue sur cette question-là. Vous parlez justement des contrats d'Hydro-Québec là, qui ont été signés pour exporter notre électricité. Il y a un rapport d'Hydro-Québec là, qui est sorti il y a quelques semaines qui mentionnait que d'ici quelques années, on allait manquer d'électricité. Qu'est-ce que la Coalition Avenir Québec propose justement pour augmenter notre capacité énergétique, pour soit être capable de se fournir nous-mêmes en électricité, ou même continuer à exporter l'électricité en Amérique du Nord pour, dans le fond, aider nos voisins qui sont prêts avec des technologies désuètes, là, si je peux dire ainsi. Oui, c'est ça. Alors, on a différentes... il y a une étude qui a été demandée à Hydro-Québec pour voir comment, avec l'hydroélectricité, est-ce que ça pourrait passer par des petites centrales? Est-ce que c'est une grosse centrale? Il y a une étude qui est demandée. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais une étude qui est demandée. À part de ça, il y a tout le développement des éoliennes. Les coûts ont beaucoup baissé par rapport au développement des éoliennes. Alors, moi, je suis allée en mission à l'extérieur du pays cet été et j'ai vu que certains pays du Haut-Désert avaient énormément d'éoliennes. Puis c'était ça qui était le moteur de leur énergie. Donc, est-ce qu'on pourrait en développer plus? Je sais qu'il y a une volonté de ce côté-là. Ensuite, j'ai parlé tantôt de la biométhanisation. C'est autre chose qu'on est en train de regarder à développer. Donc, on doit être un gouvernement dans l'action. Puis il y a tout aussi rendre nos maisons plus éco-énergétiques possible, d'aider les citoyens à pouvoir mieux utiliser leur électricité, leur énergie à la maison. Il y a le solaire aussi ici. Justement, à l'université, on est innovant là-dedans par rapport au solaire. Alors, toutes les recherches vont être faites, les études pour optimiser le maximum notre électricité puis pouvoir justement être capable aussi de devenir un moteur pour aider les autres à changer leurs habitudes. Madame Hébert, merci infiniment pour votre temps d'entrevue et on vous souhaite une excellente fin de campagne. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et nous, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on s'entretient avec d'autres candidats lors de notre émission. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.